Bonjour, comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Un énorme salut à Manuela Blanca. Les premiers son commentaires arrivent pour la deuxième mise à jour de la journée. Voyons les scénarios, voyons ce qui se passe. On signale également une synagogue détruite, touchée par une attaque israélienne. Au final, c'est un pays à majorité juive, Israël, qui attaque maintenant un pays qui compte aussi des juifs. Et bon, c'est aussi un sujet très grave. Que se passe-t-il dans le monde? C'est évidemment un sujet très intéressant. Ce qui se passe surtout, c'est ce qu'ils appellent déjà la potentielle mini-guerre. Pas nucléaire, mais la mini-guerre mondiale, comme ils l'appellent maintenant. Le pire scénario, non? Évidemment, nous n'en sommes pas là, mais c'est le scénario le plus visible. Regardez, passons à l'information. Il y a plusieurs opinions très différentes les unes des autres, mais il serait intéressant de les analyser. Mettez un like, partagez et passons aux informations, d'accord? Donnez-nous juste un coup de main avec ça, partagez, mettez un like et bon, passons aux détails. D'abord, une image curieuse. Nous commençons avec cette image montrant qu'il y a quelque temps, de nombreux insectes volaient autour. C'est simplement que cette fois-ci, on affirme que ces fourmis légionnaires, comme on les appelle, ont ou dépendent des phéromones pour suivre ce qui se trouve devant elles. Si une fourmi croise son ancienne trace, cela crée un piège circulaire et elle commence à tourner en rond jusqu'à mourir d'épuisement. C'est comme si elle commençait à tourner parce qu'elle voit de ses phéromones, pour ainsi dire, et elles se mettent à tourner en rond en se suivant elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles perdent la vie. Un phénomène assez curieux dans ce cas. On voit très bien à quoi ressemble le phénomène, mais c'est aussi étrange, non? On voit aussi ces images impressionnantes. Ici, nous voyons un rabbin dans une synagogue, mais en Iran. Oui, d'après les rapports, cela a naturellement suscité beaucoup de mécontentement et d'indignation dans la communauté juive d'Iran. Le grand rabbin Yaoul Shaman est le principal dirigeant des Juifs en Iran, a inspecté les ruines de la synagogue, de sa propre synagogue, d'ailleurs ceux sur la même terre, auraient été attaqués, selon ce que rapportent différents médias. Ceci est déjà publié par des médias internationaux, parmi lesquels ABC, North America et InfoBay. Bon, parmi d'autres médias, parce que soudainement, il y a des controverses. Où as-tu vu ça? Je ne sais pas quoi. Bon, c'est déjà rapporté dans différents médias. Une synagogue, disent-ils, subit de lourds dégâts à cause d'une attaque israélienne. Ils diront que la synagogue a été détruite par une frappe aérienne israélienne. Et bon, il y a déjà différents rapports qui commencent à apparaître. Cette situation très difficile, terrible aussi au sein de la guerre, eh bien, il se passe des choses vraiment étranges entre eux. Il est aussi frappant qu'ils aient poursuivi les attaques intenses sur les ponts, comme mentionné précédemment, et que de nouvelles images continuent d'apparaître. Il s'agirait d'autres attaques, d'autres ponts qui auraient été touchés, selon les rapports, dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire pour aujourd'hui, par Israël et les États-Unis. Ils ont attaqué intensément des ponts ferroviaires. Oui, c'est ce qu'ils attaquent selon les rapports des régions, surtout de l'Ouest. Des responsables israéliens disent que les attaques visaient à empêcher le transfert de matériel militaire du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Eh bien, cela fait partie des préparatifs pour l'échéance fixée aujourd'hui à 8 heures du soir concernant l'attaque complète, comme le disait Trump. Il s'agit principalement d'effacer toute la civilisation de ce pays. Sujet terrible, n'est-ce pas? Vraiment. Très enthousiasmant, n'est-ce pas? Mais bon, quels sont les scénarios? Avant de parler des scénarios, cette image attire aussi l'attention. Cela se passe en Thaïlande. Une autruche sur une autoroute poursuivant un camion de ciment après s'être échappé d'une ferme café. Quand le camion est parti, avant que la porte ne soit fermée, l'oiseau âgé de 5 mois est alors allé et a commencé à poursuivre le camion. Capturée plusieurs kilomètres plus loin, elle s'en est sortie indemne selon les rapports. Ils ont pu la retrouver en bon état, non? Ça aussi, c'est remarquable. Mais bon, des choses curieuses. Passons au scénario. Premier scénario, le pire de tous. Que ce conflit déclenche ce qu'ils appellent une mini-guerre mondiale. C'est-à-dire, on parle déjà d'un scénario où ils disent « Ok, on y va ». Pourquoi ce scénario pourrait-il arriver? Pourquoi mettent-ils en garde contre ce scénario? De quoi parlent-ils exactement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous parlons de ça.
Eh bien, ce serait déjà une escalade plus importante et il y a une raison principale, en plus du fait que la guerre elle-même n'est-ce pas? Évidemment, mais il y a une raison principale que nous allons d'ailleurs discuter dans un instant plus en détail, mais on peut la voir sur la carte. Ce serait le pire scénario. Parce que c'est ce qu'ont dit les Iraniens aujourd'hui. C'est que si on attaque, comme le dit Trump, les centrales, que si on attaque des cibles civiles, leur réaction ne sera pas seulement de fermer le détroit d'Ormuz, mais ils vont aussi fermer ce détroit. Autrement dit, il n'y aura pas de passage vers la mer Rouge, ni dans un sens ni dans l'autre. Oubliez le canal de Suez qui se trouve ici, il ne servira plus à rien. Et tous ceux qui voudront vendre de l'Europe vers là-bas. D'Asie à l'Europe, ou inversement, ils le font par avion à un prix exorbitant où ils l'envoient par bateau, mais en contournant toute l'Afrique par l'Afrique du Sud, ce qui prend environ 10 à 20 jours de plus, en plus des coûts supplémentaires que cela impliquerait. Rien. Alors dès le départ, si cela atteint un niveau où tu ne touches pas seulement un cinquième du pétrole mondial, du gaz et d'autres choses comme l'hélium, etc., mais qu'en plus tu fermes l'autre détroit. Et tu touches 20% mais de l'économie mondiale. Ce serait donc un effondrement. Économiquement parlant, beaucoup d'entreprises ne survivraient pas. Il y en aurait d'autres qui survivraient, je suppose, mais évidemment on parlerait déjà une crise majeure, un signe noir comme on l'appelle. Et le problème c'est qu'il serait très clair qui l'aurait provoqué. C'est-à-dire comme cela ça a été le cas avec la pandémie à son époque. Qui provoque une crise terrible. Ici, tous se tourneraient vers un seul individu. Ce qui est bien, donc. Ici, une chose a été décidée et c'était une erreur. C'est-à-dire, ce serait énorme parce que si tu disais, bon, mais attends, toute l'Europe est entrée en guerre, tu te dis, bon, on partage la faute, hein, toi aussi, toi aussi. Dans ce cas, tu pourrais dire, bon, alors Trump-Netanyahou, non? Mais au final, tu sais que Trump-Netanyahou n'aurait pas agi. Alors au final, il serait intervenu très à court terme, non? 2-3 attaques et il recule. Mais là, c'est passé à un niveau encore plus énorme. Et tout le monde se tournerait vers Trump, comme on dit. Je veux dire, il devrait regarder de ce côté-là. Quel est le scénario? Pourquoi parle-t-on de scénario? Eh bien, pour commencer, ils entreraient ici. Il n'y aurait pas seulement les États-Unis, Israël et l'Iran, évidemment, mais ici, en plus des proxys, comme le Hezbollah, des groupes comme les Houthis, qui sont déjà impliqués, ces deux-là sont déjà là. Ceux-là, ils sont déjà là, non? Mais ici, on parlerait du fait que d'autres pays entreraient dans le conflit. Autre chose est aussi demandée au sein de la garde révolutionnaire et, dit-on, sera faite. C'est une attaque de grande ampleur contre tous les pays. Passons à cette partie du scénario. Il dit rien de sûrement que c'est à peu près ça. Environ 8 pays seraient plongés dans le noir, c'est-à-dire une coupure de courant à Bahreïn, qui est ici. Au Qatar, aux Émirats arabes unis, en plus de l'Arabie saoudite. Au Koweït tout entier. Ce n'est pas clair, mec, on va le laisser en suspens. L'Irak resterait aussi dans le noir. Évidemment l'Iran. L'Iran serait plongé dans le noir parce que ses centrales électriques seraient attaquées, mais l'Iran répliquerait en plongeant dans le noir au moins 7 à 8 pays. Il pourrait tenter cela avec contre Israël pour tenter de provoquer des coupures de courant dans certaines centrales. Non, là vraiment, pour le Yémen, je ne sais pas. Pour le Yémen, je ne suis pas vraiment sûr que l'attaque s'étende jusque-là en termes de coupure de courant, tu vois. Alors ce serait un blocage simultané. Blocage à Hormuz, qui est cette zone, et le blocage de Bab al-Mandeb. C'est cet autre détroit, c'est celui de al-Mandeb, c'est ici. Et Hormuz qui est ici. Bien, bien. Et en fait, si vous regardez, celui-ci est extrêmement étroit. La dernière fois, on l'a mesuré, n'est-ce pas? La dernière fois, on l'a mesuré. Maintenant, on va mesurer à nouveau, parce que j'ai déjà oublié la mesure. Voyons, mesurer d'ici, qui est le point le plus étroit, 24 km. Honnêtement, je ne sais pas s'ils ont des mines, mais ils ont des missiles.
Et regardez, ce n'est pas une question d'attaquer chaque navire. Non, il suffit qu'ils attaquent un seul navire pour que les autres ne passent pas plus. Donc ils ont bien la capacité de le faire. Ils ont leurs missiles, ils ont des missiles balistiques, ils ont des drones, ils ont des vedettes qui peuvent effectivement attaquer l'un de ces navires. En fait, ils l'ont déjà fait. Ici, le problème, c'est que si cela se produit, c'est-à-dire si le détroit de la mer Rouge, appelons-le Bab el-Mandeb, Al-Mandab plutôt. S'il ferme ce détroit, on parlerait probablement d'une véritable implication de l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe a ici bien plus d'intérêt. Alors, si soudainement tu vas frapper l'économie européenne, peut-être que là tu diras « Attendez, n'intervenez pas », parce que sinon, nous aussi, on va devoir intervenir. Et là, eh bien, c'est pour ça qu'on parle d'une mini-guerre mondiale, si jamais le pire scénario devait arriver. Quels sont les effets ? Parce que ça, c'est l'effet immédiat. Ce que nous voyons, c'est juste l'effet du conflit. Mais quels sont les effets plus larges, plus globaux ? Il y a un rapport du professeur Steve Keen que j'aimerais que vous analysiez. Il est apparu dans le journal du SEO hier, d'accord ? Hier, il me semble qu'ils ont mis en ligne la vidéo. Ce monsieur dit qu'il y aurait, dans environ 3 mois, dans le pire des cas, une famine. Si l'Iran ne se rend pas, dans 3 mois, il y aura une famine, en gros. Et dans 3 mois, on commencerait à le voir, non ? Ce n'est pas au niveau mondial, mais comme toujours, les famines et ses effets se touchent toujours davantage les pays les plus pauvres. Les pays où l'engrais n'augmenterait plus de 50%, mais de 100, 200% de plus. Et tu te dirais, bon, soit tu n'achètes pas l'engrais et tu n'as pas de nourriture, ce qui peut arriver, soit ça va coûter beaucoup plus cher. Alors, cette famine pourrait se produire plus ou moins, je crois qu'il était dit là, autour de 20 à 25%, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, allons, si c'était 20%, un cinquième de la population mondiale vivrait une situation compliquée, si on ne prend pas suffisamment de précautions, si on ne se prépare pas, si on ne... Eh bien, c'est fichu, non ? Surtout, j'insiste, les pays qui dépendent beaucoup de l'extérieur mais qui n'ont pas d'argent. Parce que, je veux dire, un Singapour, c'est-à-dire Singapour en tant que pays dépend pratiquement à 100% des aliments venant de l'extérieur. Il n'a pas, c'est une cité-État. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de terrain, il n'y a que la ville et c'est tout le pays. Ils possèdent de petites parcelles où ils produisent de la nourriture depuis quelques années dans de hautes structures, mais cela ne sert à rien. On ne nourrit pas un pays ainsi. Alors ils achètent donc de la nourriture à environ 90 et quelques pays. Par exemple, ils achètent des haricots à une vingtaine de pays, du maïs à une autre vingtaine de pays. Ils ont donc réparti leurs risques pour que, si un pays cesse de leur vendre, ils aient beaucoup d'autres options. Mais ils ont beaucoup d'argent. Donc ils peuvent acheter et avoir des réserves suffisantes de nourriture pendant longtemps. Non, je n'imagine pas un problème aussi grave pour un pays comme ça, même s'il est très dépendant. Je pense, mais d'autres pays qui produisent à peine assez pour se nourrir. Et puis tout à coup, ils se disent, eh bien ça va me coûter plus cher, non seulement pour l'engrais, mais Me va a salir más caro el diésel para los tractores. que pour manger, que ça me revienne, que ça devienne cher, alors eh bien, ils me disent l'engrais, cher seulement. De toute façon, l'effet est économique. O sea, a nivel mundial. Le plus préoccupant reste sans doute celui des aliments. Mais le plus grave, eh bien, c'est probablement le plus grave. Donc plus grave, c'est probablement celui de maintenant. Il me semble du moins que la stratégie de l'Iran, c'est zéro négociation, absolument zéro. Ou c'est comme si tu disais, bon, mais il y a un petit espoir qu'ils vont négocier. Non. Et j'ai l'impression qu'ils ont déjà compris ça avec Trump, comme si moins ils négocient, plus Trump s'impatiente. Ce que je suppose, c'est qu'ils attendent une erreur, c'est-à-dire qu'aucune erreur grave ne s'est encore produite. Ça aurait pu être le sauvetage, mais ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire que le sauvetage s'est déroulé comme prévu.
Mais une seule erreur peut faire basculer la guerre. Eh, Je parle des soutiens, même si la guerre n'a pas de soutien, elle n'en a pas tant non plus. eh, tanta im- Il n'y a pas non plus autant de gens contre pour sortir, protester et exiger, etc., etc. Donc il n'y a pas non plus une pression si grave en ce moment aux États-Unis, ce qui pourrait être un facteur pour arrêter la guerre. Au contraire, la question du pilote a en quelque sorte encouragé Trump à se montrer un peu plus audacieux, dans le sens où il veut aller un peu plus loin. D'un autre côté, l'Iran affirme vouloir aller plus loin. Mais aujourd'hui, il a donné plus de détails, selon les médias iraniens. Aujourd'hui, il a donné un rapport qui va encore plus encourager Trump parce qu'il dit qu'ils sont vraiment au bord de l'effondrement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Enfin, ils résistent encore, mais il ne leur reste plus beaucoup de résistance. Donc si c'est le cas, eh bien c'est énorme et cela justifierait pour Trump d'aller un peu plus loin. Un autre scénario aussi, disons, serait une sorte de guerre intermédiaire. Pas une guerre totale, pas une guerre ouverte, mais une guerre d'usure. Dans laquelle Trump dit « Je vais continuer, je laisse une partie des militaires là-bas, je n'en envoie plus, je vais les laisser là ». Et ils vont rester 1, 2, 3, 4 ans à faire des bombardements et à maintenir quelques fronts. Quels seraient pas ces fronts selon ce scénario ? Les fronts ne seraient n'arrant qu'une petite partie, mais un morceau clé de cette zone. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir plus ou moins de sécurité dans cette zone, il faudrait prendre une de ces îles et l'île de Kar. S'ils prennent ces îles, alors la pression sera ici et ici. C'est ici que la guerre se déroulerait. Ils seraient constamment en guerre dans cette zone pendant des mois ou des années. La guerre d'usure serait très terrible parce que, au moins pendant un certain temps, encore un certain temps, personne ne gagne. Ou personne ne perd, personne ne gagne. Ou tout le monde perd, disons. Cela durerait des mois ou des années. Il y aurait une utilisation massive, surtout de drones, de missiles et d'attaques cybernétiques constantes, n'est-ce pas ? La sécurité mondiale, oubliez le sujet de l'aviation, ce serait vraiment compliqué. C'est-à-dire l'effet sur le tourisme, le pétrole et tout ça. Tôt ou tard, le monde s'adapterait. On commencerait à produire plus de pétrole dans d'autres régions et le monde finirait par s'adapter. Mais la guerre continuerait encore un certain temps. L'Iran parie dans ce scénario sur l'imposition de coûts à long terme afin que, disons, il ne puisse pas soutenir le conflit et que l'Iran puisse dire qu'il a gagné. Des experts assurent que le conflit pourrait persister sans que les causes profondes soient résolues pendant longtemps. Donc ce scénario serait épuisant pour les deux pays, mais aussi pour le monde, au moins à moyen terme. À long terme, peut-être pas autant, mais à moyen terme, oui. Une fatigue économique mondiale durerait au moins la première année. L'État prévoit des marchés instables pendant des années. Et puis il y a un troisième scénario qui est aussi l'un des plus compliqués, surtout en pensant au fait qu'il distribue dans un sort déjà ses comprimés d'iode, dans lequel le scénario nucléaire serait l'un des plus préoccupants. On a observé des mouvements dans les zones où se trouveraient les installations nucléaires iraniennes. On ne sait pas s'ils veulent sortir quelque chose de là ou y mettre un certain type de... Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas vu 1000 théories à ce sujet. Honnêtement, ce n'est pas clair pour moi, faute de preuves évidentes. Mais il y a des mouvements là-bas et cet endroit possède des installations nucléaires. Mais on ne sait pas dans quelle mesure. On ne sait même pas si l'enrichissement y dépasse les 60%. On sait que l'Iran reconnaît 440 kilos de matériaux enrichis à plus de 60%. Ils le reconnaissent en eux-mêmes, mais on ignore le reste. On le soupçonne. Des experts préviennent que si le régime survit, c'est ça le problème actuellement, non ? Et c'est ce que l'Europe essaie de faire comprendre à Trump, non ? Dire, bon, ok, ils sont déjà en guerre, non ? C'est déjà une guerre, ok. Mais quelle est la prochaine étape ? Supposons que les États-Unis se retirent. Sinon, je me retire, je pars. Gardez votre fichu détroit d'Ormuz. Débrouillez-vous avec, comme il l'a souvent dit. Alors il s'en va. Et quoi qu'il arrive, cela serait vu du côté du régime iranien. Nous avons gagné. Premièrement, premier point donc, terrible pour l'avenir. Il dirait « nous avons gagné ».
ils sont partis. Non, ils ont vraiment laissé un bazar ici, regardez ce désordre. Mais on a gagné. Alors il dirait, mais comme on a gagné, on mérite une récompense. Et cette récompense, c'est de fabriquer des armes nucléaires. Alors dépêche-toi, et fais-les. Fais-les discrètement et annonce-les une fois obtenus. Mais pour l'instant, fabrique-les. Ou tu maintiens l'ambiguïté, comme le fait Israël, n'est-ce pas, qui garde une ambiguïté du genre « j'en ai pas, non j'en ai pas ». Et tout le monde sait qu'ils en ont. Mais comme c'est une ambiguïté, on ne connaît ni la quantité ni la capacité de ces armes nucléaires. Ça reste dans une zone d'ambiguïté stratégique, comme on l'appelle, non ? Le risque nucléaire, si cela reste inachevé, serait complexe. C'est-à-dire ce serait un pays qui s'adapte à un conflit comme l'a fait l'Ukraine, qui s'est adapté au conflit, mais avec l'intention de s'armer, non ? De s'armer sur le plan nucléaire. Au début, ce serait très difficile, mais avec le temps, si cette guerre se prolonge, imaginez-vous, parce qu'au final, le temps joue contre Trump. C'est-à-dire dans le sens où, il lui reste 3 ans de mandat, 2-3 ans, à peu près. Oui, mais ces années passent très vite. Et la rancœur et le chaos que va laisser ici la guerre, ça ne s'oubliera pas en 2 ou 3 ans. De nouveaux dirigeants vont arriver, ou les mêmes dirigeants qui sont là maintenant vont dire « si c'est nécessaire, non, avoir ces armes, etc. etc. » Et on va essayer de justifier cela en interne jusqu'à ce qu'ils aient les armes nucléaires. Donc le scénario le plus réaliste n'est pas celui-ci, mais c'est un scénario très probable. Oui, la guerre. Oui, le régime reste, en gros. Si le régime reste, il y aura des armes nucléaires. Si la guerre continue à une échelle intermédiaire, guerre longue, guerre étendue, avec des effets dominos pour le monde entier, n'est-ce pas, pendant au moins 1 an minimum, n'est-ce pas, avec des effets de hausse du pétrole, de problèmes économiques. Alors le 3e scénario, la mini-guerre mondiale, non ? Le 4e scénario, c'est la négociation. J'aimerais qu'on puisse parler d'une négociation où le régime dirait « Bon, je me retire ». Mais franchement, je ne le vois pas. Je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Et d'un autre côté, la négociation que demandent les Iraniens, c'est l'opposé, n'est-ce pas ? Non seulement ils ne se retirent pas, mais exigent aussi des garanties d'absence de guerre, la poursuite de l'enrichissement d'uranium, et que tout soit en leur faveur. Donc ça ne semble pas très... En fait, parmi tous les scénarios de négociation, c'est celui que je trouve le moins probable, mais ça peut quand même arriver simplement parce qu'en théorie, personne ne veut la guerre, n'est-ce pas ? Enfin, en théorie, les pays, je suppose, non ? Ils ne veulent pas la guerre. Enfin là, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de la garde révolutionnaire, mais moi, d'après ce que je vois, je parierais qu'ils la veulent, oui. Même si en théorie, ils disent qu'un humain ne voudrait pas d'une guerre normale, oui, mais on ne parle pas non plus de gens normaux, n'est-ce pas ? On parle de gens qui pensent différemment à ce niveau-là, non ? Et qui, selon ce qu'ils disent, leur objectif était que ça ne se reproduise plus. C'est-à-dire que leur approche sera d'aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences pour que cela ne se reproduise plus. Et du côté des États-Unis, le Pentagone, je suppose que le renseignement militaire pense qu'on ne peut pas laisser le régime. Tu ne peux pas laisser les choses inachevées, car tu as déjà remué le nid. Mais tu ne vas pas laisser le nid là, parce que les guêpes vont arriver, elles vont se renforcer et elles vont devenir plus dangereuses, non ? Donc sinon, tu n'aurais pas dû le bouger. Maintenant que tu l'as bougé, tu dois enlever le nid, non ? En gros, non. Et tu vas te faire piquer, tu vas avoir des soucis, mais au moins le problème ne va pas se renforcer ni continuer à grandir. C'est peut-être l'autre scénario, non ? Voyons maintenant ce qu'Israël voudrait. Israël dit « Tu ne vas pas me laisser avec un problème à moitié résolu, sinon ce serait beau. Oui, c'est un sujet étrange, mais passons à d'autres points. » Les Iraniens ont menacé de paralyser complètement la région. Un haut responsable iranien a lancé un avertissement explosif via l'agence Reuters. Il a dit ce qui suit lors d'une interview. Si les États-Unis frappent les centrales électriques iraniennes, la riposte sera dévastatrice dans la région. La menace ne serait pas moindre. Ils viseraient les pays de la région.
Ils attaqueraient les économies pétrolières et gazières et les centrales électriques. La situation empirerait aussi, surtout car les Houthis fermeraient le détroit de Bab el-Mandeb, selon ce responsable. La fermeture de cet autre détroit ferait encore grimper les prix et provoquerait une crise énergétique mondiale immédiate. Selon ces sources, ces menaces n'ont pas été improvisées, elles ont déjà été communiquées officiellement à l'administration Trump. Où Trump a dans ses bureaux un document qui indique quel était le plan des Iraniens selon leurs propres termes. Autrement dit, ce sont eux-mêmes qui lui disent « Voilà ce qui va se passer. C'est juste pour que tu saches ce qui va suivre. » Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est le FMI. Le FMI a aussi lancé un avertissement. Ce n'est pas une question de fonds, mais d'endettement. Selon le FMI, il a lancé un avertissement ferme. Les marchés émergents, c'est-à-dire les pays émergents qui s'en sortent bien, qui progressent, mais qui ont beaucoup de dettes. Attention. D'après les rapports actuels, ces pays seraient en grand danger. Les pays qui ont beaucoup de dettes, un excès de dettes. Attention. Le problème central n'est pas le conflit, mais le type de monnaie qui soutient ces économies. Le capital hautement volatile provenant des fonds spéculatifs et des fonds d'investissement. L'année dernière, environ 4 000 milliards de dollars ont afflué vers les marchés émergents depuis des sources non bancaires. Cela augmente la fragilité des systèmes financiers mondiaux. Ce sont les mêmes investisseurs qui se trouvent dans ces marchés émergents. Ceux qui gagnent vite de l'argent sont les premiers à partir lorsqu'il y a une guerre. Oui, alors ces investisseurs, ces fonds s'en vont. Ils disent peu d'accord, la guerre arrive et ils partent, laissant le pays instable. Celui qui commençait à retrouver l'équilibre, qui allait bien, se retrouve soudainement sans fond et commence à s'effondrer. Donc, c'est un scénario. Il dit que dans un scénario de tension comme le conflit actuel, ces fonds deviennent plus chers. Le crédit devient plus coûteux et cela freine la croissance de ces pays. De plus, il y a de fortes dévaluations, voire des fuites de capitaux, ce qui ferait exploser l'inflation et réduirait le pouvoir d'achat. Le FMI avertit qu'on observe déjà une récession et que, ils sont en ce moment dans ce qu'on pourrait appeler une crise potentielle. Dans une phase initiale d'une crise potentielle ou d'une crise qui commence tout juste. Ils disent, un autre facteur qui les inquiète, c'est l'essor des stablecoins. Ils affirment que ces économies, apparemment stables, reposent sur des marchés crypto très volatiles. Le crédit privé, également en croissance, est un système moins réglementé qui a multiplié sa taille par 5 au cours des dernières décennies. Le crédit opaque rend difficile la détection des risques à temps, ce qui pourrait également aggraver une crise si elle éclate soudainement. La directrice Kristalina Georgieva du FMI a averti que même si la guerre se terminait, les dégâts économiques mondiaux sont déjà en cours, ou que même, s'il y a un accord, le problème est déjà présent et a commencé. C'est ça le problème là, aussi. D'autres questions importantes au cours des dernières heures, dans le sillage de la négociation ou d'une éventuelle négociation. D'après ce qu'ils rapportent, ils sont en ce moment. Selon eux, ils sont au bord d'une escalade historique. La date limite. Comme ils l'appellent, aux États-Unis, à 20h, heure de l'Est, maintenant à Washington, fixée par Donald Trump lui-même, ils assurent que si l'accord ne peut pas être atteint, si cela ne peut pas être fait avant cette heure limite, alors cela va prendre un tournant. Le vice-président des États-Unis est directement impliqué dans les négociations en ce moment, des négociations de haut niveau en raison de la priorité du conflit. Cela aussi est maintenant confirmé, n'est-ce pas? Parce que s'il y avait des soupçons à ce sujet, puisqu'il était là, et en plus le sujet apparemment. Oui, un autre sujet qui attire également l'attention sera une collision. On commence déjà à voir certaines images où l'on observe ce train effondré, ce train qui serait entré en collision là-bas en France. Allons dans le détail. Le train à grande vitesse TGV a été impliqué dans un accident dévastateur dans le nord de la France, où l'un des réseaux ferroviaires les plus avancés du monde a connu un accident entre la ville de et la région de Pas-de-Calais, ou non, comme on dit, n'est-ce pas? Cela s'est produit à 7h du matin. Le train transportait 243 passagers sur une ligne clé entre Dunkerque et Paris. L'impact s'est produit avec un camion qui transportait du matériel militaire, ce qui ajoute un élément critique à l'enquête.
Le conducteur du train est décédé sur le coup, confirmant la gravité de la collision. Il est également rapporté qu'il y a 2 autres personnes dans un état critique, et au moins. D'autres ont été blessées, certaines avec des blessures graves. On parle également maintenant de 27 blessés légers, en plus des 11 blessés plus graves, 2 en état critique et un décès. Le conducteur du camion militaire aurait été arrêté, bien qu'il n'ait pas été confirmé s'il appartient à l'armée ou s'il s'agit d'un chauffeur engagé pour transporter du matériel militaire. Cela non plus n'a pas été clarifié. Un autre sujet dont on a également très peu parlé. C'est l'attaque qui a été menée par Israël. Une attaque qui, attire l'attention parce qu'en général, on attaquait l'infrastructure du Hezbollah, non ? Mais au Liban, cette attaque a visé d'autres installations. Regardez, selon ce que rapporte Israël, Israël aurait lancé une offensive aérienne de grande envergure. Ceci contre des cibles au Liban et en Iran. L'une des principales cibles était un complexe pétrochimique à Shiraz. C'est crucial. C'est crucial pour les composants chimiques utilisés dans les explosifs et les missiles balistiques, selon les FDI. Ces installations étaient parmi les dernières encore opérationnelles avant les attaques. L'attaque aurait directement affecté la capacité militaire iranienne, en particulier dans la fabrication d'armements avancés. Donc voilà, aussi. Plus de mouvement sur ce sujet, non ? Non. Même si on parle d'ultimatum sur place, mais en réalité la guerre continue, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, dans ce sens-là, elle ne s'est pas arrêtée. Au fait, vous vous souvenez aussi de cette journaliste. C'est Chali. On va chercher rapidement une photo de la journaliste. C'est une journaliste qui était en Iran. Qui a été capturée, qui a été prise en otage. Maintenant, elle a déjà été retrouvée et elle a été libérée. D'après ce qu'il rapporte, c'est ça. Voyons si on va la mettre là-bas. C'est elle. La voilà. Selon ce que rapporte la journaliste américaine a été libérée après avoir passé 1 semaine en captivité à Bagdad. Le groupe responsable serait un groupe appelé Kataib Hezbollah. C'est ce qu'ils ont confirmé eux-mêmes sur une chaîne officielle. Ce sont eux qui l'avaient capturé. La libération n'a évidemment pas été gratuite. La condition principale était que Kittelson quitte immédiatement l'Irak. Jusqu'à présent, sa localisation exacte reste non confirmée. Ce qui génère vraiment de l'incertitude. On ne sait pas vraiment si elle va bien ou non, il n'est pas clair comment elle a été ramenée, on sait juste qu'elle est en vie, rien de plus. Mais cela aussi, fait partie de ce qui se passe ces derniers temps. Abordons aussi d'autres sujets importants. Quelques notes avant de passer aux commentaires importants, il y a également eu une fusillade, cette fois-ci au consulat israélien à Istanbul. La police a confirmé qu'un des terroristes avait perdu la vie et qu'il y avait 4 blessés. D'après ce que l'on sait, un homme armé a été abattu et 2 autres personnes ont été blessées lors d'une fusillade avec la police devant le consulat israélien à Istanbul aujourd'hui. C'est ce qu'a rapporté le gouverneur local. 2 agents ont également été légèrement blessés lors de l'affrontement. Merci. Selon les informations, les mêmes autorités ont identifié les agresseurs. Le même ministre de l'Intérieur de Turquie, Mustafa Siflik, a déclaré que les suspects étaient arrivés à Istanbul dans un véhicule de location en provenance d'Izmit. L'un des assaillants était affilié à une organisation qui exploite la région, sans préciser le nom du groupe. Cela n'a pas été dit. On n'a pas précisé de quel groupe il s'agit ou auquel il appartient. C'est également important. Un autre point attire également l'attention. L'OIM, aurait-il dit. Cette organisation internationale pour les migrations aurait comptabilisé près de 1000 personnes ayant perdu la vie cette année, sur la route migratoire qu'ils empruntent par la Méditerranée. Depuis le 28 mars, pas moins de 180 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues dans cette région du monde. Un sujet donc également. Cette zone continue aussi de coûter la vie à beaucoup de gens. C'est aussi un autre sujet. Séoul constate une avancée importante vers la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après les éloges de Pyongyang. Le président sud-coréen a exprimé ses regrets concernant l'incursion des drones sur le territoire nord-coréen. Hier, il a même présenté des excuses à la Corée du Nord pour le lancement d'un drone par l'ancien président qui est maintenant en prison, pour avoir lancé ce drone.
eux aussi ont dit qu'ils appréciaient beaucoup ce commentaire. La confirmation rapide est la communication de l'intention des dirigeants de la Corée du Sud et de la Corée du Nord de cesser les actes inutiles qui intensifient les tensions militaires. Cela constitue une avancée importante vers la coexistence pacifique, a assuré le porte-parole du ministère de la Réunification sud-coréen. Voilà ce qui a été détaillé. Un sujet curieux, n'est-ce pas ? Qu'il puisse y avoir un dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Eh bien, au moins, il y a un début de dialogue, ce qui est plutôt positif, compte tenu des circonstances, n'est-ce pas ? Surtout en ce moment, n'est-ce pas ? Bon, un autre sujet également important. L'Iran avertit les États-Unis qu'il va répondre au-delà de la région. Comme je vous le disais, cela pourrait s'étendre au-delà du Moyen-Orient. Parce que, eh bien, cela ressemble à une guerre lointaine pour les États-Unis en ce moment. Mais la garde révolutionnaire iranienne avertit, et elle le dit directement aux États-Unis, que si ces derniers mettent à exécution leur menace d'attaquer les centrales électriques, les ponts, etc., ils iront au-delà de la région. La garde révolutionnaire a déclaré une fois de plus que, eh bien, s'ils sont attaqués ou si ces lignes rouges sont franchies, dit-elle, notre colère et notre réponse ira bien au-delà de la région. Le mot colère est utilisé. C'est ce qu'a averti le corps militaire d'élite. Iranien dans un communiqué, selon ce que rapporte l'agence Fars, une agence donc iranienne. Selon eux, nous n'hésiterons pas à riposter de la même manière aux agresseurs, c'est ce qu'ils disent en gros, mais ils laissent entendre que cela pourrait aller au-delà du Moyen-Orient. C'est-à-dire, ils ne mentionnent pas les États-Unis, mais ils laissent clairement entendre que les attaques seraient évidemment dirigées dans cette direction. Cela ne semble pas difficile, mais pas impossible non plus, car en théorie, il y a ces cellules dormantes à l'intérieur. Aux États-Unis, qui pourraient soudainement surprendre, agir ou tenter d'agir dans ces parties du monde. Un autre sujet également, ce sont les images plus récentes qui ont été publiées où Kim Jong-un apparaît. Eh bien, il aurait apparemment décidé de soutenir l'Iran, ou du moins, c'est ce qu'ils laissent entendre. Au moins, ils ont publié ces images, non ? Aunque oficialmente no. Un soutien militaire a-t-il été envoyé ? Ces déclarations n'ont pas critiqué les États-Unis, elles n'ont pas critiqué Trump, elles ont juste laissé entendre qu'ils pourraient avoir l'idée d'aider l'Iran ou qu'ils sont déterminés à aider l'Iran. Mais sans avoir critiqué les États-Unis, sans avoir critiqué Trump, cela attire beaucoup l'attention parce qu'ils ont l'habitude de beaucoup critiquer. Évidemment, à chaque discussion sur la guerre, ils critiquent vivement les États-Unis. Cette fois, ils restent silencieux. Voilà. Beaucoup d'attention. Ce que l'on pense ici, c'est que c'est plutôt comme une aide psychologique, non ? C'est-à-dire comme s'ils n'allaient pas s'impliquer, mais en laissant entendre qu'ils pourraient vouloir s'impliquer. Mais bon, non, je ne vois pas ça arriver de sitôt. Du moins pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Passons donc à d'autres sujets importants. Eh bien, en ce moment, on parle d'une fracture. Cette fracture concerne le régime. Comme je le disais plus tôt au sujet de Masoupi Siskian. Maintenant, ils sont là. Eh bien. Du moins, c'est ce qu'on observe de loin, non ? Mais ils parlent d'une fracture profonde. On vit actuellement une situation tendue au sein du sommet du pouvoir en Iran, où un rapport a révélé une vive confrontation, dit-on, entre la garde révolutionnaire et l'actuel président de l'Iran. Élu Masoupi Siskian, n'est-ce pas ? Selon le rapport d'Iran International, il rapporte donc ce que je vous disais. Il y a donc une intention de négocier de la part de Masoupi, mais du côté de Mojtaba et, s'il en est conscient, du côté de la garde révolutionnaire, là on parle donc de plusieurs généraux qui contrôleraient réellement à la fois l'argent et la question des armes, même si l'on suppose que l'argent, eux, ne le contrôlent pas. Eh bien, une partie importante, environ 20% de l'économie, est contrôlée par les mêmes personnes. De la garde révolutionnaire, environ 20%, et on leur a donné de plus en plus de pouvoir. Mais l'autre partie, la majorité, c'était contrôlée par les factions politiques. Alors, eh bien, où serait-il en ce moment ? La garde révolutionnaire ne serait pas là, je suppose.
eh bien, ils prendraient uniquement les décisions qu'ils pensent être les bonnes pour eux, pour leur stratégie. Mais sans prendre en compte Masoupi Siskian, que Masoupi Siskian, eh bien, au final, c'est un homme politique. Au final, il veut négocier, chose qui, eh bien, cela ne semble pas devoir arriver. Il y a déjà une réaction aussi de la part d'Israël sur ce qu'ils pensent qu'il va se passer. L'armée israélienne assure qu'elle va intensifier les opérations à Téhéran. Pour pouvoir affaiblir le régime iranien, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. C'est ce que dit le chef d'état-major, Yal Samir, que leur stratégie est celle-là, c'est tout. Ils doivent tant s'en prendre à l'ensemble du régime. Ils ne veulent pas s'arrêter à mi-chemin. Dans ce sens-là, parce qu'ils verraient cela comme un risque plus grand, n'est-ce pas ? Si tu es déjà entré et que tu as déjà provoqué ou que ce conflit s'est produit, que ce qui s'est passé s'est produit, alors évidemment ce qui va suivre sera une réaction. Oui. Si le régime reste au pouvoir, évidemment, mais bon, passons aux commentaires. Nous lisons rapidement les commentaires, nous allons évidemment continuer à vous tenir au courant, n'est-ce pas ? Comment ce sujet évolue pour celles qui sont en ce moment à Washington. Il est 3 heures ici, 1 heure ou 2 ailleurs, enfin. À 6 heures de l'après-midi, ça ferme. Je pense qu'il va m'attraper en train de marcher dans la rue. Il va vérifier comment ça se passe. S'il se passe quelque chose, on en parlera. En direct où que je sois. Même si c'est avec le portable ou autrement, on fera quand même un direct, non ? Nous resterons attentifs à ce qui pourrait arriver d'ici 6 heures de l'après-midi, heure du Mexique. Ça va être le sujet, non ? Si on nous regarde en Espagne, là-bas, il serait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, vers 1 heure du matin, non ? 1, 2 heures du matin à peu près, ce serait en Espagne, non ? Donc à peu près, faisons le calcul. Là, ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes en Argentine, au Chili, aux États-Unis, si vous êtes en Californie, par exemple, non ? Eh bien là, il y a les différences d'heures. Comment tu vas ? Gaz dur, Donald. Comment tu vas ? Salutations jusqu'au nord, jusqu'en Caroline du Nord, non ? Santé, comment ça va là-bas ? Quoi de neuf ? Qatar, comment tu vas ? C'est très intéressant, eh bien, ce qui s'est passé avec la météo ici, là où je suis, là où je me trouve. Eh bien, il fait 20 degrés. Et on se réveille avec 15 degrés et je vois que demain, après-demain et les jours suivants, ce sera pareil, entre 15 et 20 degrés tous les jours. C'est-à-dire, c'est presque comme si c'était l'hiver, en avril, ce n'est pas du tout courant, et en plus beaucoup de pluie. Ce qui est bien, non ? Il va pleuvoir, tous ces jours-là. Salut Marco, comment vas-tu ? Salutations jusqu'à Miami, salut. L'heure de Miami, voyons. Comment on calcule l'heure à Miami en ce moment ? Permets-moi. Miami, non ? Je crois que c'est l'heure de l'Est, non ? Là-bas aussi. Oui, c'est-à-dire, c'est l'heure de l'Est, là-bas. C'est-à-dire, c'est pareil, vous avez la même heure que Washington, n'est-ce pas ? Vous avez la même heure que Washington, oui. Donc à 20 heures pour vous, d'accord ? Pour ne pas se tromper. À 20 heures chez vous, en Floride, en général en Floride, ce sera la météo. Je ne sais pas si c'est pareil pour Tallahassee. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas qu'ils aient un autre fuseau horaire. Je pense que ça doit être pareil. Voyons, est-ce que je peux juste le mettre en Floride comme ça ? Merci. Oui, toute la Floride est dans le même fuseau horaire, d'après ce que je vois. Ah bon, à Pensacola, non. À Pensacola, il est 2h10. Tu n'es pas à Pensacola ? Alors c'est à 7 heures dans ton fuseau horaire. Si tu es à Miami, comme dans pratiquement tout le reste de la Floride, c'est à 15 heures, voilà, c'est ça. Donc 20 heures, mais il est 15 heures en ce moment. 20 heures sera le moment où Donald Trump prendra sa décision. Je ne sais pas s'il va le dire là-bas. Nous entrons déjà dans une autre phase de la guerre. Va-t-il décider exactement à 20 heures ou l'apprendrons-nous quelques minutes, heures ou jours plus tard ? On ne sait pas, ce n'est pas clair. Il y avait des rapports des médias américains disant qu'ils allaient me prolonger de 10 jours de plus. Peut-être que cette prolongation va avoir lieu. Prolongation, non ? Et ils disent, vous savez quoi ? Encore 10 jours. Ça aussi, c'est possible. À cette heure, les marchés asiatiques, dont ceux du pétrole, sont déjà ouverts. Il faudra aussi y être attentif. Parce qu'à 20 heures de l'Est des États-Unis, les marchés en Asie sont déjà ouverts.
Alors là, on peut voir si le pétrole a explosé. En ce moment, il est encore à 8 ou 9, comme au début 8 ou 9. Pardon, je voulais dire 109. 109 dollars, c'est le prix du pétrole. Et c'est pareil pour le reste, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de variations. On ne voit pas de problème vraiment grave. Jusqu'à présent, je ne le vois pas. Le WTI du Texas est aussi à 114, presque 115 comme hier. Donc le prix reste stable de ce côté-là. Francisco Arce, comment vas-tu? Et s'ils ont commencé? Oui, il y a eu des attaques. Oui, il y a eu des attaques. Il y a eu des attaques? Non. Non. Cette invasion est là, non. Mais il y a bien eu des explosions aujourd'hui. Cela a déjà été confirmé. Oui. À quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information. Ce que l'on soupçonne, c'est qu'il s'agirait d'attaques qui ne visent non pas des dépôts, ni le pétrole en lui-même, mais plutôt une installation, une infrastructure. Je trouve cela intéressant parce que s'il y a des attaques, si des attaques ont bien lieu dans cette zone de l'île, ce qui est déjà confirmé, cela veut dire qu'ils sont peut-être en train de mener des attaques préalables à une invasion. N'est-ce pas? Il faudrait le faire, c'est-à-dire si on pensait déjà à envahir en supposant que ce soit ce soir, demain ou dans les prochains jours, et qu'ils disent « d'accord, ils vont prendre l'île, non ?» Il devrait éliminer ce qui reste des forces de la garde révolutionnaire, ce qui reste des radars, tout ce qui concerne la communication. Tout cela doit laisser l'île pratiquement, presque complètement isolée, n'est-ce pas? Pour qu'ils prennent le contrôle. Je dirais même qu'ils pourraient faire ça pour provoquer une évacuation et limiter la présence sur place, non? Peut-être enfin, mais ce serait logique, non? Qu'avant une invasion, d'abord ils attaquent et effacent tout ce qui pourrait leur causer un problème. Comment vas-tu? Salutations Nicoli Franco. Salutations jusqu'en Espagne, jusqu'à Tenerussia, bonjour. Norberto, comment ça va? Comment vas-tu depuis? Salutations Francisco, comment va la ville de Mexico? Eliseo, Pedro, comment vas-tu depuis? Un énorme salut à toi aussi. Merci à toute la communauté. On se retrouve tout à l'heure, non? Tout à l'heure, nous serons là, de toute façon, en train de voir tous les détails, au cas où. On se retrouve ici. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. À bientôt.